Bonjour et bienvenue à ce dernier cours sur l'intégration. Enfin, on termine le chapitre. Alors, c'est un cours qui va non seulement nous permettre de réviser des notions importantes dans le chapitre intégration, mais aussi de réviser des notions intéressantes sur d'autres chapitres, car en fait, il s'agit d'un sujet de bac que j'ai sélectionné parce que il nous permet un peu de faire une rapide révision de beaucoup de différents sujets. C'est un sujet qui était posé, comme vous pouvez le voir, en juin 2018, donc c'est le bac d'il y a 2 ans. Et c'était anti-Guyane. Donc c'est un sujet assez classique, je trouve. Il y a un bon mélange, c'est un très bon mélange d'ailleurs de notions. Et commençons donc la correction sans plus tarder. Alors, on a cette fois-ci comme sujet donc un publicitaire qui veut imprimer ce logo sur un t-shirt. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et il le dessine à l'aide de courbes des deux fonctions f et g. Alors, vous pourriez déjà vous poser, mais pourquoi pour dessiner un logo qui devrait être une œuvre artistique, on doit utiliser des fonctions? Alors, c'est parce qu'en fait, les ordinateurs qui impriment, ils ont besoin de, non pas simplement de l'art, mais parfois c'est pratique d'avoir des fonctions. Parce qu'en fait, elles vous permettent d'être beaucoup plus précis. Voilà. Donc, il dessine ce logo à l'aide des courbes de deux fonctions f et g définies sur R par, et ici on nous donne deux expressions, on va juste les encadrer parce que ça va pouvoir être utile par la suite. D'accord? Surtout parce qu'on ne doit pas confondre f avec g. Donc, f de x et g de x, vous voyez bien qu'ils se rassemblent quand même un petit peu. Et il nous dit qu'on admet que les deux fonctions f et g sont toutes bel et bien dérivables sur R. Ok? Première partie, du coup, on va se concentrer maintenant seulement sur la fonction f. Donc, je vais m'amuser à l'encadrer parce que comme ça, je sais que la partie A, elle ne va concerner que f. D'accord? Donc, f, elle est sûrement là, pas dans la partie B. Ok? Premièrement, du coup, justifier que pour tout x appartenant à R, on n'a que moins e à la puissance moins x, ce sera inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 3e à la puissance moins x. Alors, c'est une double inégalité qu'on nous demande de justifier. Elle est ici très simple. Donc, on va juste exploiter les propriétés de sinus et cosinus. En fait, je vous rappelle que de son côté, on sait que moins 1 est inférieur ou égal à sinus de x, qui est supérieur ou égal à 1. Donc, vous voyez, la valeur minimale de sinus, c'est moins 1, la valeur maximale, c'est 1. Et ça, c'est vrai également pour le cosinus. Très bien. On sait que la fonction f de x, elle est égale à e à la puissance moins x fois, alors je vais la recopier, moins cosinus de x, plus sinus de x, plus 1. Ok, très bien. Alors, essayons de faire d'abord la première partie. On peut affirmer que f de x est sûrement inférieur ou égal à quoi? Alors, sélectionnons les valeurs maximales pour les trois termes qui sont là. Quelle est la valeur maximale de 1? Ben, c'est sûrement un 1. Donc ici, je peux écrire par exemple que la valeur maximale de la fonction constante 1, ben, c'est 1 parce que c'est une fonction constante. Ensuite, nous avons le sinus de x, et lui, au maximum, il va pouvoir valoir 1. D'accord? Donc ça, c'est pour le sinus. Et le cosinus, eh bien, si c'est moins cosinus, qu'est-ce que ça change par rapport à cosinus? Parce que moi, je sais que le cosinus, il varie entre moins 1 et 1. Je suis d'accord. Mais le moins cosinus, lui, il varie entre qui et qui? Bah, du coup, il va falloir... En fait, c'est comme si j'ai multiplié fois moins 1 toute l'inégalité. Et donc, je sais que moins cosinus, il varie lui aussi, en fait, entre moins 1 et 1. Tout pareil. Donc, en fait, ici, pour moins cosinus, je vais marquer la même chose. La valeur maximale, c'est toujours 1. Donc, ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à e à la puissance moins x fois 3. D'accord? Et vous voyez bien qu'on retrouve le terme qui était juste ici, donc le 3x, qui était là. Je le retrouve bel et bien. Ok. De l'autre côté, je sais également que du coup, f de x, ça va être supérieur ou égal à quoi? Eh bien, je vais sélectionner cette fois-ci, la valeur minimale pour les trois. Et donc, je trouve moins 1 pour le moins cosinus, moins 1 pour le sinus, plus 1 parce que c'est une fonction constante, donc elle ne peut pas trop varier. Et donc, je sais que elle est... Donc, si je fais la somme, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, c'est moins e à la puissance moins x inférieur ou égal à f de x. Et donc, en rassemblant les deux inégalités,
on a moins e à la puissance moins x inférieur ou égal à f de x. D'accord? Celle-ci, c'est ce morceau-là. Inférieur ou égal à ce morceau-là. 3e à la puissance moins x. Et ça, c'est exactement ce qu'il fallait trouver. Voilà. Donc voilà, on commence avec quelque chose d'assez simple. C'est juste des déductions qu'on peut faire de façon directe ici, d'accord? Bon. En déduire la limite de f en plus d'infini. Alors, soyons logiques. Si on nous demande d'en déduire une limite et qu'on nous a fait trouver d'abord une double inégalité qui nous permet donc de borner la fonction f de x entre deux fonctions que l'on connaît, on peut dire, parce que je pense que e à la puissance moins x c'est quand même beaucoup plus simple que la fonction f de x. Et bien alors, ça veut dire que je suis en train d'utiliser le théorème de l'encadrement, autrement dit le théorème des gendarmes. Donc, juste, je me fais un peu d'espace. Je peux dire du coup que par le théorème des gendarmes, je vous rappelle que ça c'est un peu son prénom amical, mais son prénom c'est plutôt le théorème d'encadrement. Je peux affirmer que comme moins e à la puissance moins x est inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 3e à la puissance moins x, ça c'est vrai pour tout r, pour tout x appartenant à, excusez-moi, alors la limite pour x qui tend vers, c'était vers plus l'infini, il me semble, oui, tout à fait, la limite pour x qui tend vers plus l'infini de moins e à la puissance moins x, ce sera inférieur ou égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini de la fonction f, inférieur ou égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 3e à la puissance moins x. Alors, je peux écrire ça seulement si je sais que les limites de cette fonction et de cette fonction, donc ces deux limites-là, si elles existent, alors je sais que la limite de f de x, elle sera entre les deux. Alors, je sais que ça marche si elles existent, mais en fait, je connais déjà quelle est la limite de ces deux fonctions. C'est pour ça que je me suis permis de l'écrire comme ça. J'ai dépassé une étape, en fait, j'ai un peu sauté. Mais ici, c'est très simple parce que je sais que e à la puissance moins x, si je fais tendre x vers plus l'infini, bah, du coup, ça va devenir e à la puissance moins l'infini, entre guillemets. Et je sais que ça tend vers 0. C'est l'asymptote d'ailleurs de l'exponentielle. Donc, en fait, je sais que ça, c'est 0. Et de l'autre côté, c'est 3 fois 0, donc ça fait toujours 0 en fait. Donc ici, c'est 0, inférieur ou égal à la limite de f de x, inférieur ou égal à 0. Mais alors, ça veut dire que la limite pour x qui tend vers plus infini de f de x, ça doit être égal à 0. Voilà, donc pour la question 2. Ok, passons à la question 3. Démontrer que pour tout x appartenant à R, f' de x égale à une expression fournie. Je vais juste me la mettre un peu en évidence. La voilà. Bah ça, c'est l'expression de f' du coup. C'est e à la puissance moins x, 2 cosinus de x moins 1. Donc, je dois démontrer que f' de x peut s'écrire comme e à la puissance moins x fois 2 cosinus de x moins 1. Donc ici, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est juste en fait de dériver et essayer de voir si on trouve cette expression directement ou si éventuellement il faut faire des calculs. Alors, on prend la fonction f. F, à la base, c'est une multiplication. Hein. C'est e à la puissance moins x fois moins cosinus plus sinus plus 1. Alors, c'est un produit. Donc, ça veut dire que j'ai deux termes. Un terme bleu et un terme rose. Et je sais que du coup, sa dérivée, ce sera égal à quoi? Alors, ce sera la dérivée du terme bleu, donc la dérivée de e à la puissance moins x, fois le deuxième terme, le deuxième facteur non dérivé. Donc, je le récopie. C'est un peu long, mais il faut le faire. Plus la dérivée du terme rose, moins cosinus de x plus sinus de x plus 1, dérivée, fois e à la puissance moins x non dérivé. Donc si j'ai fait les couleurs, là j'ai un terme non dérivé, là j'ai un terme dérivé, le même,
Et ici, j'ai mon e à la puissance moins x dérivé, et ici, c'est non dérivé. D'accord? Ça, c'est la formule pour la dérivation d'un produit. Et heureusement, ce sont toujours des dérivées assez simples, parce que je sais que la dérivée de e à la puissance moins x, c'est moins e à la puissance moins x. C'est une dérivée assez classique. Moins cosinus de x plus sinus de x plus 1. Et là, j'ai plus. Alors là, j'ai fait une dérivée. Du coup, la dérivée de moins cosinus. Alors, je sais que la dérivée de cosinus est moins sinus. Donc, moins la dérivée de cosinus, ce sera plus sinus de x plus cosinus de x, parce que la dérivée de sinus est cosinus, plus 0. Donc là, je ne rajoute plus rien, fois e à la puissance moins x. Et donc, si je regarde cette belle expression, je remarque que ici, j'ai le facteur e à la puissance moins x, et ici, j'ai le même facteur. Donc, je décide de les mettre en facteur commun. Et donc, je vais faire e à la puissance moins x qui multiplie tout ce qui reste. Alors, n'oublions pas, hein, ici, il y a un signe moins, juste là. Donc, il doit frapper l'intérieur de du facteur avec le moins cosinus, sinus et 1. Et donc ici, j'écris cosinus de x moins sinus de x moins 1 plus ce qui reste de l'autre côté, donc sinus de x plus cosinus de x. Juste pour que ce soit clair, hein, ce que j'ai fait ici, c'est que ça, je l'ai changé de signe parce que ici, il y avait aussi le moins. Et ça, je l'ai juste recopié tel quel, il est là. D'accord? Tout cela multiplié fois e à la puissance moins x. Et du coup, si j'effectue le calcul, c'est e à la puissance moins x fois. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai cosinus de x plus cosinus de x, donc ça fait 2 fois cosinus de x. Là, j'ai moins sinus de x plus sinus de x, donc ça fait 0. Et j'ai un moins 1 qui est resté, donc là, je répète, moins 1. Et j'ai donc trouvé l'expression souhaitée pour la dérivée. Donc, je vais juste me l'encadrer un instant. f' de x égale e à la puissance moins x fois 2 cosinus de x moins 1. Vous voyez, j'ai juste dû développer les calculs, mais je trouve assez aisément le résultat souhaité. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la question 4. Et donc, on passe à la question 4 qui nous dit qu'on va bien sûr étudier la fonction f. Bah, vous l'avez vu venir, j'imagine, quand on fait une dérivée. Après, on commence à étudier la fonction. Alors, on va déterminer le signe de f' de x. Ça, c'est vraiment simple parce que une fois qu'on a l'information sur l'expression de f', du coup, ça devient très simple. On sait que f' de x est égal à e à la puissance moins x fois 2 cosinus de x moins 1. Et du coup, je vais résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. Donc, e à la puissance moins x supérieur à 0, et ça c'est vrai pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi, parce que c'est ici qu'on doit étudier la fonction, je vous le rappelle. Et on sait que 2 cosinus de x moins 1, je dois résoudre du coup supérieur ou égal à 0, ça c'est l'inéquation. Ça c'est assez simple du coup parce que ça me donne comme résultat 2 cosinus de x supérieur ou égal à 1, cosinus de x supérieur ou égal à 1 demi. Alors comment je résous cette dernière inéquation? Ça je dis si et seulement si x appartient à un certain intervalle. Et comment je trouve cet intervalle? Bien sûr avec l'aide de mon ami le cercle trigonométrique. Je sais que cosinus de x il doit être supérieur ou égal à 1 demi. Je sais que 1 demi il est situé là. Donc je veux chercher l'angle tel que x soit bel et bien supérieur à 1 demi. Et donc je vais identifier cette portion-là du cercle trigonométrique. D'accord? Alors, je vous fais remarquer que du coup, les angles que je peux identifier sont moins pi sur 3, pi sur 3. Et pourquoi j'ai sélectionné cette expression de l'angle négatif? Parce que je suis en train de travailler entre moins pi et pi. D'accord? Donc, l'endroit où je travaille, en gros, c'est... Oups. C'est de là jusque là, d'accord? Donc c'est un tour complet, mais qui commence à moins pi, et je sais que moins pi, c'est ici, d'accord? Donc le tour complet, c'est dans ce sens-là.
Et du coup, je vais sélectionner moins pi sur 3 comme l'intervalle qui me donne la solution. Donc x appartenant à moins pi sur 3, point virgule, pi sur 3. D'accord? Alors, une fois que j'arrive à ça, je peux du coup tracer le tableau des signes de f' de x. En particulier, je peux dire du coup que si je prends x qui varie entre moins pi et pi, il y a deux valeurs remarquables, c'est moins pi sur 3, pi sur 3. Je sais que e à la puissance moins x, lui, il est tout le temps positif. Je sais que 2 cosinus de x moins 1, lui, il est positif entre moins pi sur 3 et pi sur 3 et négatif ailleurs du coup. Et donc f' de x, ce sera, donc je vous rappelle du coup ici il est égal à 0. Et donc f', il sera négatif 0 plus 0 négatif. Autrement dit, au niveau des variations de f de x, ce sera décroissante, croissante et encore décroissante. Voilà. Maintenant, pour compléter le tableau des variations, il faudrait du coup calculer f de moins pi sur 3, f de pi sur 3 et f de pi. Ce que je peux faire assez rapidement. Je ne me rappelle plus si ici il le demandait explicitement ou pas. Il disait juste de déterminer. Ah, j'ai un peu, avancé les questions. J'ai déterminé le signe de f' de x pour x appartenant à l'intervalle pi, et puis un déduit à la variation de f. Donc oui, il va falloir que je fasse ce petit calcul. Alors, je vais faire du coup f de moins pi. Alors, je ne me rappelle plus de l'expression parfaite de f, donc je vais juste la regarder. C'est e à la puissance moins x moins cosinus plus 1. Donc ça c'est e à la puissance moins pi fois moins cosinus de moins pi plus sinus de moins pi plus 1. Ça n'a pas l'air très dur. En effet, il suffit juste de regarder dans le cercle quelles sont les valeurs des angles qui m'intéressent. Je sais que du coup, le cosinus de l'angle moins pi qui se trouve là, et bien ce cosinus, il est égal à moins 1. D'accord? Donc ça, c'est égal à e à la puissance pi fois, et bien ça, c'est moins, et la valeur du cosinus de moins pi, on a dit, c'est moins 1, donc c'est comme ça, plus le sinus de moins pi, et bien ça vaut 0, clairement, plus 1, donc ça veut dire que la valeur ici, c'est 2, parce que c'est plus 1 fois e à la puissance pi. Donc j'écris juste ici, quelle est cette valeur? C'est 2e à la puissance pi. Ok, maintenant on va calculer pour moins pi sur 3. D'accord? Donc je fais ce calcul. Ça c'est du coup e à la puissance moins pi sur 3 fois, et ici j'ai du coup moins cosinus de moins pi sur 3 plus sinus de moins pi sur 3 plus 1. Alors, moins pi sur 3, il est situé ici, du coup, je vous le rappelle. Si ça c'est 1/2, ça c'est moins pi sur 3, du coup. Et je sais que, du coup, le cosinus, il est égal à 1/2 et le sinus, il est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc ici, je peux marquer e à la puissance pi sur 3 fois, ça c'est moins, alors le cosinus de moins pi sur 3, on a dit, du coup, ça fait 1/2, plus racine de 3 sur 2, mais du coup, c'est avec le signe moins, donc là, je mets un moins, plus 1. Donc ça, c'est e à la puissance pi sur 3 fois, et ici, du coup, j'ai moins 1/2, moins racine de 3 sur 2, plus 1, je mets un dénominateur commun égal à 2, et ça, c'est moins 1, moins racine de 3, plus 2, et donc ça fait e à la puissance pi sur 3 fois 1 moins racine de 3 sur 2. D'accord? Et cette valeur, je vais la mettre ici dans mon tableau des variations. Donc on a dit 1 moins racine de 3 sur 2 fois e à la puissance pi sur 3. D'accord? Voilà. Je passe du coup au calcul de f de, ça c'était f de moins pi sur 3. Il ne me reste que faire f de pi sur 3.
Ça sera du coup f à la puissance moins pi sur 3 fois moins cosinus de pi sur 3 plus sinus de pi sur 3 plus 1. Je vais un peu plus vite. E à la puissance moins pi sur 3 fois... Alors, ça fait toujours 1 demi. Ça ne change absolument pas. Ça, par contre, ça change. Ça fait plus racine de 3 sur 2 plus 1. Donc, en fait, tout ce qui change finalement dans le calcul, c'est que là, j'ai e à la puissance moins pi sur 3 fois... Et ça, ce sera 1 plus racine de 3 sur 2. D'accord? Donc, on est passé au positif au niveau du signe au milieu. Donc, ça, c'est 1 plus racine de 3 divisé par 2, e à la puissance moins pi sur 3. Et la dernière valeur que je dois calculer, du coup, c'est f de pi. Et donc, ça, c'est e à la puissance moins pi fois, et là, j'ai moins cosinus de pi plus sinus de pi plus 1. Or, il s'avère que les fonctions sinus et cosinus sont, elles, périodiques de période de pi. Donc, en particulier, la valeur de cosinus de moins pi et la valeur de sinus de pi sont les mêmes, tout aussi bien que pour le sinus. Donc, en fait, je peux juste recopier ce que j'ai trouvé déjà ici, tout simplement. Et donc, ça fait e à la puissance moins pi fois, ici, j'aurai du coup moins 1 plus 0 plus 1, donc ça fait 2 fois e à la puissance moins pi. D'accord? Et donc ici, je peux marquer 2 fois e à la puissance moins pi. Voilà donc pour le tableau des variations dans l'intervalle qui était demandé. Voilà. Ok, c'était un peu long, j'avoue, tout ce calcul, mais voilà, ce n'est pas compliqué, hein. Il faut juste évaluer une fonction, ce n'est pas la chose la plus compliquée au monde.